Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 8 décembre 2020. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France. On va commencer par cette nouvelle. Au troisième et dernier jour de sa visite officielle en France, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre français Jean Castex. Le chef de l'État doit également s'entretenir ce soir avec le président de l'Assemblée générale, Gérard Larcher, ainsi qu'avec un nombre des présidents des importantes sociétés françaises travaillant en Égypte. Hier, le président el-Sisi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron des sujets régionaux d'intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme, la Libye, le conflit israélo-palestinien et d'autres défis stratégiques dans la région. Rappelons bien entendu que le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu hier au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour un sommet Égypte-France portant sur plusieurs points communs entre les deux pays et qui intervient à un moment très important à l'issue de leur tête-à-tête et de la séance d'entretien élargie aux délégations des deux pays. Les deux leaders ont tenu une conférence de presse conjointe dans laquelle ils ont notamment mis l'accent sur les relations historiques, solides et amicales entre les deux pays. Salih Hamed et Shamsne. Les relations entre l'Égypte et la France sont solides, particulières et historiques. Un partenaire stratégique, un allié incontournable et un immense marché. C'est par ces mots que la présidence française a insisté sur l'importance de l'Égypte et son rôle. Lundi, le président el-Sisi était à l'Élysée où il a été reçu par son homologue français pour débuter en tête-à-tête sur la coopération bilatérale et la coordination politique vis-à-vis des dossiers régionaux et internationaux. Les entretiens entre les deux chefs d'État s'inscrivent dans le cadre de leur souci de développer des relations stratégiques solides qui lient les deux pays sur tous les plans, ainsi que leur volonté de renforcer la coopération bilatérale au cours de la prochaine période. La visite a compris des rencontres que le président el-Sisi a eues avec le Premier ministre et les hauts responsables français ainsi qu'avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français. Au cours de ces rencontres, le président el-Sisi a notamment exposé la vision de l'Égypte en ce qui concerne les crises régionales et les moyens d'y faire face, notamment les crises relatives au Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée. Il s'agissait également de discuter du renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, d'autant que l'Égypte déploie des efforts pour encourager les investissements étrangers conjoints dans les méga-projets nationaux. Cette dernière et nouvelle visite du président el-Sisi en France est un maillon dans une chaîne riche en coopération et en échanges politiques, économiques et culturels entre l'Égypte et la France. Ces deux pays sont en fait liés par des relations historiques diversifiées sur les plans politiques, économiques, militaires et culturels. Il existe également de nombreux dossiers importants entre les deux parties, relatifs notamment à l'Afrique et à la Méditerranée, ce qui approfondit encore davantage la coopération particulière et extrêmement importante entre les deux pays. La signature d'un protocole avec l'Agence française pour le développement pour soutenir le domaine social en Égypte était également prévue. Le montant de ce protocole sera de 150 millions d'euros sous forme de prêts faciles. D'autres aides françaises dont l'éducation universitaire sont également prévues. Le partenariat entre les deux pays est continu et se poursuivra au cours de la prochaine période, l'Égypte étant un pays axial et un partenaire important pour la France au Moyen-Orient et en Afrique. Les relations bilatérales sont en fait en constante évolution sur tous les plans et l'Égypte fait partie d'un partenariat stratégique avec la France et de nombreux pays européens.
partenaire stratégique et historique, l'Égypte et la France représentent un modèle de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Le point sur les relations et sur une visite présidentielle toujours particulière dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé son allocution lors de la conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron par souhaiter les meilleurs vœux à la France et aux Français à l'occasion des fêtes de Noël. Il a révélé que ses entretiens avec le président Macron ont porté sur plusieurs points. Le président el-Sisi a souligné que l'Égypte traite la question du terrorisme avec calme et équilibre. L'Égypte est le pays qui a le plus souffert du terrorisme dans la région. Plusieurs Égyptiens de toutes les catégories du peuple musulman et chrétien ont payé de leur vie et sont victimes de ce terrorisme, a souligné le président. Il a ensuite souligné que les entretiens étaient importants pour faire prévaloir les valeurs de la tolérance et de la modération, ainsi que pour lutter contre le radicalisme et la haine d'autrui. C'est dans ce contexte que le président a appelé l'Occident à reconsidérer et à bien réfléchir en ce qui concerne le fait de blesser les sentiments des millions de personnes. Il a également indiqué que la position de l'Égypte est claire, franche et stricte, condamnant tout acte terroriste perpétré contre n'importe quel pays et qu'il n'y a aucune justification à ces actes. Le président français a pour sa part souligné lors de la conférence de presse que les caricatures blasphématoires ne sont pas un message de la France aux musulmans, ce sont juste une expression de la part d'un caricaturiste. M. Macron a ensuite accusé certaines forces régionales d'exploiter la Libye et de la transformer en un théâtre pour imposer leur pouvoir et leur influence. Le président français a affirmé que son pays insiste sur le cessez-le-feu en Libye et qu'il coordonne avec les partenaires pour soutenir le dialogue politique en Libye. Le président français a d'autre part affirmé que la coopération militaire et technique avec l'Égypte est idéale et que ces relations bilatérales seront encore approfondies avec la signature lors de cette visite de plusieurs nouveaux accords. Et on poursuit donc avec nos reportages. Plusieurs entretiens ont eu lieu lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France. Lors de sa visite en France, le président el-Sisi s'est entretenu hier avec la ministre française des Armées, Florence Parly, au Palais des Invalides à Paris. Le président el-Sisi s'était également entretenu hier avec le maire, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Un commentaire et tout de suite après on entame notre partie de débat. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec la ministre française des Armées, Florence Parly, au Palais des Invalides à Paris, et ce dans le cadre de sa visite d'État en France. Une cérémonie officielle d'accueil a été réservée au président el-Sisi, lors de laquelle les hymnes nationaux des deux pays ont été joués avant de passer en revue la garde d'honneur. El-Sisi et Parly ont discuté des différents aspects de la coopération militaire entre les deux pays ainsi que de son évolution dans la prochaine période. La ministre française de la Défense a affirmé son intérêt à enraciner les dimensions militaires et sécuritaires dans les relations de coopération entre l'Égypte et la France, d'autant que ces relations constituent un pilier de la stabilité et de la sécurité dans les régions de la Méditerranée. L'Égypte joue un rôle important et vital pour réaliser l'équilibre régional, a-t-elle ajouté. Le président el-Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à renforcer les relations militaires et sécuritaires avec la France, ainsi que les programmes et systèmes d'armement.
L'entretien ici Parli a également porté sur les dernières évolutions des crises régionales, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et les groupes armés dans la région. Parallèlement, le président Abdel Fattah el-Sisi était également entretenu lundi avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a évoqué les méga-projets réalisés en Égypte au cours des dernières années. Le président a abordé la coopération entre Paris et le Caire ainsi que les autres villes des gouvernorats. Cela s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre l'Égypte et la France. Le président a parlé d'une gamme différente de méga-projets, notamment en matière de construction de nouvelles cités. Notons que ces domaines, ainsi que le tourisme, sont des dossiers de coopération entre les deux pays. L'Égypte et la France ont convenu de poursuivre la coordination pour parvenir à une solution juste et globale et garantir les droits des peuples palestiniens conformément aux références et aux résolutions internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'était entretenu au premier jour de sa visite avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et les deux parties ont discuté des dernières évolutions de la cause palestinienne. Le président el-Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'importance de soutenir les volets de dialogue entre le monde islamique et européen sur une base de respect mutuel. L'entretien entre le président el-Sisi et Le Drian a porté sur un certain nombre de dossiers régionaux, notamment avec l'évolution de la situation à l'est de la Méditerranée, en Libye ou en Syrie. Le président a affirmé qu'il n'y a aucun moyen de régler les crises sans avoir l'appui total de la communauté internationale. Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et on va tout de suite entamer notre partie débat avec Dr Bassem Kamar, professeur d'économie à l'Université internationale de Monaco. Nous sommes très ravis de vous avoir. Merci de vous avoir pour moi. Alors, premièrement, on voudrait parler des particularités des relations égypto-françaises. Les relations égypto-françaises remontent à très longtemps, vous savez, depuis Bonaparte et même bien avant. Mais je pense qu'il y a un respect mutuel de la part de la France et des Français à l'Égypte et aux Égyptiens, à la civilisation et au rôle que joue l'Égypte aujourd'hui sur la scène mondiale et régionale. Donc il y a vraiment une entente, une coopération qui continue, qui, comme on le voit récemment, s'accentue et s'améliore. Et donc on pense que dans les années à venir, ça donnera lieu à plus de collaboration et de prospérité pour les deux pays. Bon, on voudrait parler maintenant du moment de cette visite. Quelles sont les particularités de ce moment? Vous savez, la région méditerranéenne, on va dire, n'est pas très stable. Donc on peut le voir en Libye, on peut le voir en Syrie, mais on peut le voir en Turquie. Ce n'est pas vraiment le meilleur moment, on va dire, pour le calme dans les Méditerranées.
La France, en étant le plus grand pays dans le nord de la Méditerranée et l'Égypte, le plus grand pays dans le sud, ils se doivent de s'entendre, notamment qu'il va y avoir des réunions de sommet européen très bientôt pour prendre des mesures par rapport à la Méditerranée, de voir comment on peut se concerter et dialoguer ensemble et prendre des décisions communes pour l'intérêt de la région. Bon, quels sont les dossiers les plus importants qui ont été abordés lors de cette visite? Premièrement, donc, la situation dans la Méditerranée en général, l'intervention turque en Libye, les mesures à prendre pour éventuellement calmer un peu la situation et mettre en garde contre des ingérences étrangères dans certains pays notamment, d'une part. D'autre part, la collaboration sur le volet terrorisme, on va dire. La France a connu dans les 2-3 derniers mois plusieurs attentats terroristes. L'Égypte est un pays qui en a souffert énormément, qui a pris des mesures qui ont été très adaptées, adéquates, pour faire face à cette remontée de terrorisme en Égypte. Et du coup, donc, la concertation entre les deux pays sur comment on peut gérer de telles situations est importante, c'est très stratégique, mais également, la place de l'Égypte dans le monde islamique est tellement importante que dialoguer aussi sur les polémiques qui ont été à l'origine, certaines déclarations en France, Charlie Hebdo et autres, et avoir le rôle que l'Égypte pourrait jouer dans l'avenir de l'islam de France, tout ça c'est des sujets très importants. Mais également, et en parallèle, tout le volet économique, l'importance des investissements français en Égypte dans différents secteurs, le commerce entre l'Égypte et la France et comment augmenter le volume de commerce. Tout ça, ce sont des sujets qui ont été très importants et du moment, d'actualité, importants à dialoguer. Je pense que hier, pendant la conférence de presse commune que les deux présidents ont eue, ils ont beaucoup parlé quand même de ces caricatures. Oui. Et chacun des présidents a clairement expliqué son point de vue. Quel est votre commentaire sur cela? Vous savez, moi j'ai eu, je pense, la chance énorme d'avoir vécu presque la moitié de ma vie en France et la moitié en Égypte, donc j'ai connu les deux cultures. Depuis l'âge de 2 ans, je fais des allers-retours. Et je peux vous dire qu'il y a pas un désaccord, mais une différence fondamentale dans la culture française qui est laïque. Laïque, la LSP en France est vraiment une fierté nationale. Ils sont laïques et ils ne veulent pas que la religion intervienne de quelque manière. Pour eux, critiquer la religion, déjà ils ne croient pas en Dieu, donc critiquer la religion n'est pas quelque chose de méchant. Ils ne veulent pas faire de mal. Mais pour le monde musulman, c'est sacré. C'est très sacré, c'est fondamental, c'est plus profond de soi-même. Ce que le président égyptien a essayé d'expliquer et que je pense que le président français n'a pas compris parce que c'est pas le même background, c'est pas la même culture. Et c'est pour ça que le dialogue est tellement important, tellement important. Et aussi, moi j'ai toujours critiqué un petit peu la liberté d'expression à la française. Je pense que le respect d'abord, on se respecte mutuellement. Si je sais que en disant quelque chose peut vous froisser ou vous blesser, je devrais m'arrêter, je ne devrais pas le faire. Ne pas dire, ah mais au nom de la liberté de l'expression, je peux vous insulter. Non, ce n'est pas. Et je pense qu'ils ont vu la réaction, pas des extrémistes, que ça tout le monde déplore. Le terrorisme, c'est vraiment condamnable à tous les niveaux. Mais 1 milliard de musulmans ont démontré qu'ils ont été peinés par la republication et par les déclarations. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut qu'on dialogue, qu'on se comprenne mieux. Il y a un manque de dialogue. Justement, c'est ce que le président Al-Sisi a bien clairement expliqué hier, que la liberté quand même de l'autre, elle s'arrête c'est-à-dire la liberté de soi s'arrête aux frontières de l'autre. C'est-à-dire si on a tendance à émettre un dialogue qui pourrait blesser, comme vous l'avez dit, 1 milliard de personnes dans le monde, donc pourquoi le faire? Et d'un autre côté, le président français a bien dit que ce n'était pas du tout représentatif de la France. Oui, vous savez, ce n'est pas suffisant de dire que ce n'est pas représentatif de la France. Vous savez, il faut aller un peu plus loin quand même. Et il faut dire, bon, on a vraiment compris comment ça peut blesser et on voudrait, dans l'avenir, faire en sorte que ça n'arrive pas. On ne peut pas cautionner et dire, mais au nom de la liberté de la presse, si ça continue à blesser le monde musulman, les 1 milliard, c'est très bien. Je pense qu'il faut à un moment donné
se poser la question, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut en tant qu'État? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des lois quand même en France qui condamnent la liberté de la presse quand elle aborde certains sujets, notamment sur la Shoah. Et donc, quand ils veulent prendre des mesures pour mettre une limite à ce qu'on peut dire, à ce qu'on ne peut pas dire, ils le font. Et du coup, là, on a 1 milliard de musulmans qui disent on n'est pas content, ce n'est pas bien ce que vous faites. Le président égyptien l'a dit très clairement, il a communiqué de manière vraiment très limpide. Je pense que maintenant, la France devrait se dire est-ce qu'on veut froisser ou pas? Et si on ne veut pas, comment on peut mettre des limites dans le respect de la liberté de la presse et d'expression et tout le reste, de ne pas déranger. Donc, c'est seulement ça. Et je pense aussi que les actes terroristes qui ont eu lieu récemment en France, D'accord. après justement de tels propos ou de tels articles, bien que tout le monde les condamne, corps, cœur et âme, mais ça a montré aux Français qu'est-ce que cela pourrait déclencher comme colère. Voilà, mais c'est... Là, vraiment, on arrive à l'extrême, c'est pour ça qu'on l'appelle l'extrémisme d'ailleurs. On peut être tellement blessé que quelqu'un de l'extrême peut passer à un acte quand même tellement déplorable et effrayant qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu d'être. Juste parce qu'on cite le sujet, je ne suis pas convaincu que le professeur a bien fait son travail avant, mais ça, il y a des mesures dans le cadre de la loi. Je pense que les parents avaient porté plainte, qu'il y avait... C'est très bien. Et il faut agir comme ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, qu'on pense qu'elle est contraire aux règles de la laïcité, de la République, de l'école républicaine, il y a des mesures à prendre. Très bien. Il faut communiquer. Et je pense que aussi, pas seulement l'Égypte, mais on va dire les pays musulmans pourraient communiquer, dialoguer et dire on n'est pas d'accord, ce n'est pas bien ce qui se passe. C'est très important. Mais de là, bien sûr, aller dans l'extrémisme, c'est ce qu'il y a de plus déplorable. Et malheureusement, c'est ce qui aussi nuit le plus à la cause. C'est dommage. Oui, bien sûr. Mais là, quand vous parlez de personnes raisonnables, mais quand on parle de personnes qui sont... Sûrement que ces personnes souffrent de troubles psychologiques, c'est-à-dire c'est pas du tout le comportement d'une personne normale. Donc, autant... Exactement. Donc, autant essayer d'atténuer... Oui, c'est pas pour faire plaisir aux extrémistes qu'il faut le faire. C'est juste pour faire plaisir aux modérés, qu'eux n'ont rien demandé et qui se sentent blessés. Non, par respect à l'humanité, simplement. Exactement. Simplement par respect à l'humanité. Moi, je trouve ça vraiment... Les droits de l'homme fondamentaux, c'est bien sûr. On doit le respect, j'ai rien fait. Le respect des croyances. Absolument. Bon, les deux présidents ont beaucoup parlé aussi du combat contre le terrorisme. Alors, à votre avis, et là où on en est aujourd'hui avec la situation au Proche-Orient et la situation dans le monde, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait vraiment contrer le terrorisme, mais en touchant aux bases, c'est-à-dire en allant dans la profondeur? Vous savez, c'est très difficile, hein, et puis le terrorisme dans tous les pays du monde, on le voit partout, c'est malheureux. Et ce n'est pas même pas par rapport à une religion particulière. Aux États-Unis, on voit du terrorisme intracommunautaire, des jeunes. Donc c'est malheureusement un fléau qui frappe le monde. Mais pour parler de la France, si vous voulez, moi j'ai toujours pensé que quand je suis un Français issu de l'immigration, musulman, qui veut apprendre sa religion, où est-ce que je vais l'apprendre? Il n'y a aucun moyen. Et du coup, on laisse le champ libre aux extrémistes d'endoctriner, soit sur Internet, soit directement dans des mosquées organisées, des imams autoproclamés. C'est pas bon. Ici en Égypte, on a de l'éducation, on a l'Azhar, on a plein d'institutions qui peuvent accompagner pour un islam normal, ouvert, modéré. Et je pense que pour combattre un peu, on va dire l'extrémisme, le terrorisme islamiste, il faut que dans tous les pays, notamment en France, qu'il y ait des structures capables d'amener, d'apporter un islam modéré, d'expliquer qu'est-ce que l'islam aux musulmans qui aimeraient pouvoir l'apprendre. Et Azhar, peut-être, pourrait jouer un rôle intéressant là-dessus. Mais pour combattre vraiment le terrorisme, croyez-moi, malheureusement, c'est tellement compliqué. Est-ce que vous croyez que ce soit vraiment lié aux croyances? Ou bien à la pauvreté? Au désespoir, oui. Au désespoir. Comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui sont mentalement instables. Et le fait de vouloir se tuer ou vouloir tuer l'autre, sachant que
on aura la mort par conséquence. Et aller vers ce sens-là, c'est complètement un désordre, c'est certainement économique. Et du coup, le développement économique reste fondamental. Bien sûr, mais pour apprendre sa religion aujourd'hui, avec toute la technologie et tous les cours en ligne, surtout avec le coronavirus ou le Covid-19, on a pu le voir clairement dans le monde qu'on peut apprendre par l'intermédiaire de la technologie. Donc, pourquoi ne pas aller dans ce sens? On peut très bien dans ce sens, mais moi ce que j'aimerais voir un jour, c'est une structure. Si je veux aller sur Internet et que je cherche, je tombe sur une centaine de sites. Comment je peux savoir lequel est, entre parenthèses, bon? Il y a des niveaux, il y a des extrémistes. Non, Comment mais je peux quand savoir? vous avez des universités comme l'université Voilà. de l'Azhar, par Exactement. exemple, qui offre des cours. Exactement. On a l'observatoire de l'Azhar maintenant en Égypte, où on a des fonctionnaires qui parlent toutes les langues. Mais c'est Je exactement veux dire, ça devient beaucoup plus facile. C'est pas encore bien développé. Et peut-être, vous savez, comme tout le reste, malheureusement, on est dans un monde de marketing. Hein, donc il faut vraiment pouvoir faire la promotion, même à travers les institutions françaises, la Grande Mosquée de Paris et autres qui disent, bah, écoutez, en collaboration avec l'Azhar, voilà le site qu'on vous recommande, voilà ce qu'on vous propose. Et les gens vont suivre, mais il faut leur communiquer. D'eux-mêmes, ils n'ont pas cette lucidité et ce savoir-faire d'aller chercher et se dire, ah tiens, bon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ils ne connaissent pas très bien. Je comprends, c'est des jeunes, des adolescents qui sont un petit peu révoltés, qui ne savent pas, qui cherchent, qui sont très connectés sur Internet. Donc il faudrait, je pense, les aiguiller, les accompagner. C'est important. Bon, concernant l'agenda du président durant cette visite, l'agenda était très chargé. Ah oui. Et il a eu vraiment des entretiens avec la plupart des représentants du gouvernement français, avec la maire de Paris. Pourquoi des entretiens aussi intensifs? Vous savez, ce n'est pas tous les jours que Monsieur le Président visite un pays, notamment un grand pays comme la France, donc il faut en tirer le maximum de profit. Il faudrait dialoguer à tous les niveaux. Il faudrait communiquer peut-être le même message en le dialoguant avec plusieurs entités. Le Premier ministre, avec la maire de Paris, qui est quand même responsable, on va dire, de la situation à Paris. C'est elle qui a été touchée le plus par le terrorisme récemment. Et donc, pour pouvoir leur expliquer à chacun, en dialoguant avec eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait collaborer, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les propos qui peuvent froisser. Et c'est important d'avoir ce dialogue rapproché. Bon, ça, c'était avec certaines personnes clés, mais bien sûr avec le ministre des Armées. Donc, c'est important aussi de mettre en point un petit peu les stratégies de collaboration militaire. Donc, c'était un agenda très chargé parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec la France. C'est deux grands pays qui parlent. Bon, sur le plan de la coopération entre l'Égypte et la France, un nombre d'accords ont été signés également. Oui, mais je pense que tous les accords qui ont été actuellement signés, soit sur le volet de collaboration contre le terrorisme, soit sur le volet sur les partenariats à renforcer, les accords militaires de coopération ensemble, tout ça, ce sont des accords qui avaient été négociés depuis assez longtemps. Donc c'est le moment de les signer. Et le fait que le président soit là-bas lui-même pour les ratifier, ça leur donne le poids qu'il faut. Et l'accueil qui a été réservé au président égyptien démontre qu'est-ce que la France attend de l'Égypte. C'était très bien orchestré pour démontrer qu'il y a un rapprochement très fort, une entente cordiale, basée sur un réel partenariat, une réelle confiance entre les deux parties. Cette amitié entre l'Égypte et la France, elle date, comme vous l'avez dit, vraiment depuis très longtemps. Et on peut voir ces traces d'amitié dans les rues, que ce soit en France ou en Égypte, avec les noms des rues, avec les monuments égyptiens qui existent en France. Donc c'est vraiment une relation très solide. Absolument. Mais sur le plan économique, quels sont les volets d'intérêt commun vraiment entre l'Égypte et la France? On sait que bon, il y a une collaboration sur le plan des transports, par exemple. Bien sûr, ça c'est depuis aussi donc, les métros qui ont été faits et ça continue, donc la collaboration est très, très étroite. La France investit en Égypte dans beaucoup de secteurs, pétrole et gaz, bien entendu, avec Total, mais beaucoup d'autres secteurs. Je pense qu'il n'y a pas un secteur dans lequel la France n'est pas représentée en tant qu'investisseur. Mais malheureusement, le poids, la taille totale, on veut dire le stock des investissements français en Égypte reste relativement faible comparé à ce qu'il devrait être. Pourquoi? Là aussi, vous savez, quand on regarde d'autres pays comme l'Allemagne ou comme la Grande-Bretagne,
il dépasse la France, mais de très loin. Donc pourquoi? Est-ce que la France a des affinités culturelles avec la Tunisie et le Maroc qui font qu'elle est là-bas? C'est une possibilité. Je vous donne un exemple. L'Égypte, depuis très longtemps, fait l'assemblage de voitures, l'assemblage des automobiles. Bon, ça marche très bien, ça exporte, et donc il y a pas mal d'usines. Mais la France a décidé d'aller avec Renault et Peugeot, et plus tard Airbus et autres, au Maroc. Et on parle de environ une dizaine de milliards d'euros investis au Maroc. Parce que peut-être le marché marocain, il est très partant pour les voitures françaises. Mais le marché égyptien, c'est surtout les voitures asiatiques. Pas nécessairement. Coréennes. Pas spécialement. Non. Non, pas spécialement. Je pense que la France a choisi le Maroc comme étant on dirait un portail pour l'Europe et pour l'Afrique. Et ils l'ont fait au moment où en Égypte, malheureusement, il y avait une certaine instabilité. Et c'est un peu dommage. Donc le timing de tout est très important. Et du coup, ils voulaient aller en Afrique. L'Égypte en 2011, 12, 13, c'était pas vraiment le meilleur endroit où aller, ils sont allés au Maroc. Mais il y a toujours un moyen, en dialoguant, en expliquant pourquoi venir en Égypte, pourquoi maintenant, qu'est-ce que l'Égypte a fait comme réforme. Il ne faut pas s'attendre à ce que le monde entier, et les investisseurs privés particulièrement, sachent d'eux-mêmes ce que l'Égypte a fait. C'est très important que l'Égypte aille leur expliquer, leur dire voilà pourquoi, voilà les secteurs. Aujourd'hui, on a pas mal de secteurs que dans l'eau, tout ce qui est lié à l'eau et l'irrigation, c'est très intéressant comme investissement. Le recyclage, très intéressant. Donc il y a des volets sur lequel la France a une technologie avancée qui pourrait faire bénéficier l'Égypte. Pas seulement pour l'Égypte, pour la région, pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique. On remarque aussi une expansion de l'éducation française en Égypte depuis quelques années. Bien sûr, mais là aussi, l'Égypte fait partie de la francophonie, vous savez, donc c'est toute une très longue histoire. Moi-même, j'ai eu cette chance d'avoir étudié en français en Égypte, et je pense que là, pareil, il y a un rôle des deux côtés à jouer pour maintenir et faire croître cette relation culturelle. C'est très important. Et je pense que c'est le devoir aussi des générations comme la mienne qui sont francophones de continuer à porter un petit peu la culture francophone en Égypte et vice-versa et transmettre la culture égyptienne, arabe, musulmane dans le monde francophone aussi. Et qu'est-ce qui est attendu de cette visite? C'est-à-dire quels devraient être les résultats de cette visite? Déjà, un alignement sur les positions communes pour la région déjà par rapport à la Turquie, par rapport à la Libye. Et on sait que la France a joué un rôle très important en Libye, donc ils doivent continuer le rôle qu'ils ont commencé, c'est primordial. Et donc concerter avec l'Égypte, qui est le pays voisin le plus concerné quand même de la situation, c'est très important. Et il y a l'alignement, il y est. Et la visite est juste pour souligner qu'il y a cet alignement. On est d'accord, on avance ensemble, et donc c'est ça, on va dire, la plus grande attente était cette cordialité très prononcée, le dialogue très honnête et très ouvert, et une divergence de point de vue sur certains points, ça ne nie pas, ça n'enlève pas du tout l'amitié très forte et le respect mutuel très fort entre les deux pays et les deux présidents. Du coup, oui, on avance ensemble. La France est un pays qui est très puissant, mais qui prend du poids sur la scène politique mondiale. Très important. Quelle est la raison de cela? C'est la volonté de la France de se positionner. Vous savez, il y a des hauts et des bas dans le monde entier. Donc les États-Unis, on a vu que pendant la période de Trump, ils ont eux-mêmes décidé de se retrancher un petit peu, de se recentrer sur leur monde intérieur, leur économie et tout le reste. L'Allemagne, pareil, Merkel, elle arrive à plusieurs mandats, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et c'est là où la France se dit, c'est le moment d'émerger et de positionner les Français à la tête de plusieurs institutions. Donc il y avait Mme Lagarde qui était au FMI, qui est maintenant à la Banque Centrale Européenne. Il y a Mme Renaud Basso qui est maintenant à la Banque Européenne de Développement. Donc positionner les la Français... tête de l'UNESCO également. Voilà. Et donc faire en sorte que la France a un impact sur les décisions mondiales à tous les niveaux. C'est très important. Et ça, on le voit, ça arrive. C'est en train et du coup, donc, être en partenariat avec une aussi forte puissance du moment dominante, c'est très important. Mais la France regarde l'Égypte pas en tant qu'un pays normal. Il regarde l'Égypte comme étant un très grand pays avec un énorme potentiel et un très fort partenariat. Oui, ça c'est vrai. Et
D'ailleurs, le président Al-Sisi l'a dit clairement hier. Il a dit à quoi aspiraient actuellement les Égyptiens et la situation dans laquelle et la responsabilité qu'il a envers les Égyptiens aussi. Oui. Et pour reparler de ce radicalisme, le président Al-Sisi a dit clairement hier que les chrétiens ont été attaqués en Égypte aussi bien que les musulmans. Oui, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit... Malheureusement, le peuple égyptien en a souffert énormément, donc c'est pas ciblé par rapport à une ethnie particulière en Égypte. Et même, vous savez, en France, dans les attentats de Paris il y a quelques années, le Bataclan et autres, il n'y a pas que des chrétiens ou des non-croyants qui sont tombés. C'est le désordre qui est visé, absolument. Beaucoup plus que les vies. Absolument. Donc c'est la coordination pour lutter contre ça au niveau mondial. Mais vous savez, moi, je remonte dans le temps, on a vécu tout ça en Égypte dans les années 90. Vous vous souvenez, au début des années 90, c'était un fléau en Égypte. Il y avait presque chaque mois un attentat énorme quand même contre des politiciens. Et l'Égypte a tellement prêché au niveau des Nations Unies, du monde. Il faut se concerter contre le terrorisme. Malheureusement, ils ont laissé faire et aujourd'hui tout le monde en pâtit. Bon, comme vous l'avez dit clairement, la France s'est pris l'Égypte comme allié stratégique dans la région. Mais que pourraient faire deux alliés forts, comme on le voit dans une région qui est quand même assez déchirée par les conflits actuellement? Ils peuvent faire beaucoup de choses parce que la France n'est pas que la France c'est l'Europe. Et l'Égypte n'est pas que l'Égypte, l'Égypte c'est le monde arabe. Et on parle de donc qu'est-ce qu'il leur reste à faire alors? Donc, juste coordonner et prendre des actions communes dans le respect des règles internationales et des règles émises par la région pour mettre des sanctions, par exemple, contre les pays qui commencent à déborder et à agir de manière à déstabiliser la région. C'est quelque chose de très important, à prendre des mesures, de faire escaler ces mesures si on trouve que donc les signaux ne sont pas assez forts, quitte à avoir des interventions communes pour arrêter quelque chose comme par exemple en Libye, on voit qu'il y a des terroristes qui sont acheminés. Il faut arrêter cela. Mais il faut toujours privilégier le dialogue, la concertation, les concertations donc, au niveau des sanctions économiques, avant d'arriver à un conflit. C'est normal. Mais rien n'est exclu. Et rien ne devrait être exclu. Et on voit aussi toute la coopération au niveau entre les armées quand ils font des simulations et qu'ils s'entraînent dans la Méditerranée et ailleurs. Tout ça, c'est juste pour mettre à niveau la coordination potentielle au cas où il y aurait besoin d'avoir quelconque intervention peut-être chirurgicale au niveau des armées. Mais il faut la coordonner. Bien sûr, ça a eu lieu déjà en Syrie et en Irak quand la France a participé à des frappes contre Daesh. Donc il faudrait juste continuer un petit peu tout ça. Et puis même aussi au niveau pour l'Égypte très stratégique avec l'Éthiopie, il faut rallier les supports internationaux pour qu'on puisse arriver à travers le dialogue à mettre fin à cette discorde. Il y a des règles internationales qui ne sont pas respectées. L'Égypte privilégie le dialogue et bien sûr c'est tout à fait normal. Et pour ça, il nous faut des partenaires solides aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, qui puissent le moment venu dire ben voilà, là, on prend acte. Et quels sont les plans de ces deux leaders pour la Méditerranée? Je pense que le plan est très clair. C'est essayer d'établir un espace de paix. C'est vraiment très clair. Et pour les deux parties, le choix de la paix est un choix stratégique pour la région entière. Et je pense que ce que l'Égypte a démontré depuis de très longues années, on est un pays qui est pacifique, on cherche à maintenir la paix. Et bien sûr, quand on voit qu'on est en train d'être le feu en les frontières, on doit tout faire pour maintenir la paix. Pas pour aller en guerre, mais pour maintenir la paix. Pour faire en sorte que l'état de droit soit rétabli et que cette ingérence arrête, avec tous les moyens possibles. Docteur Bessem Kamar, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On arrive à la fin de cette édition de Direct. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je vous remercie également de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.